D'abord, c'est d'un frère, dans tous les sens du terme, puisqu'il avait fini par appartenir à ma famille biologique. Mon dernier garçon porte son nom, qui est né en 91, c'est pour vous dire que ça remonte. Et c'est à quelqu'un à qui j'ai parlé il y a 15 jours. Et on a parlé du Covid. Et de cet homme, je garde à la fois la simplicité, la droiture et le sourire. Babacar avait ce rire fantastique et ce don de t'appeler à 10h du soir pour une discussion qui durait 2 heures. Et comme il disait, comme il m'appelait Aloboy Melach, je l'appelais Aziz, le reporter. Non, je disais, Babacar était un frère, bien plus qu'un collègue. On s'est connu, c'est vrai, à Enda, à une époque où Enda a été réduite à sa plus simple expression, puisqu'Enda sortait de l'époque IDEP pour devenir une ONG. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Babacar. Lui-même, moi, j'étais responsable de ce qui allait devenir l'unité éducation-formation, et lui, il devait s'occuper, entre autres, de vivre autrement. Mais nous étions une petite équipe. Et dans cette équipe, justement, il y avait cette discussion qui faisait que lui et sa voix tonitruante, et là, moi, avec ce qu'on appelait ma grande gueule, nous étions appelés souvent à avoir des grandes discussions avec Jacques et autour de l'équipe sur les projets. Parce que le dessin d'Enda à ce moment-là, je crois, c'était vers où nous allons. Et on se posait beaucoup de questions. Mais c'était aussi une période charnière entre le Enda avec beaucoup d'assistance technique fournie par l'extérieur et des jeunes Sénégalais et des Africains qui revenaient et qui disaient nous aussi on a droit au chapitre. Alors, donc c'est un peu dans ce contexte qu'on s'est connus, lui avec son expérience de journaliste et moi découvrant le milieu rural avec l'évaluation des maisons familiales rurales avec Feu Abdou Salam Khan et bien d'autres. Et c'est peut-être ici le lieu de saluer la mémoire de gens comme Binicourt, mais aussi d'autres illustres inconnus qui ont travaillé à Enda comme Sékou Oudeli, qui a lancé le premier programme Enfants de la rue. À l'époque, ce n'était pas évident, mais Enda le permettait. Il suffisait d'avoir un petit 800 000 de convaincre Jacques Binicourt, d'avoir l'argent, et le programme était né. C'est comme ça que ça marchait. Et nous faisions donc des consultations qui nous permettaient de récupérer une partie de l'argent et de les réinvestir dans Enda pour faire ce que nous avions envie de faire, parce que nous n'avions pas les fonds pour le faire. Il était plus que généreux, Babacar donnait plus qu'il n'avait. et comme je lui disais, mais là aussi, je préfère rester à l'anecdote, parce que d'autres l'ont déjà dit. Mais Tian, un exemple, tous les dimanches, tous les samedis, à l'époque, nous n'avions pas d'énormes salaires. Dès qu'il avait un petit quelque chose, il m'appelait, il venait, on me disait hey boy, il aime bien tes gâtes. Et on allait acheter au foirail un mouton ou une chèvre. On faisait un michu à la maison, chez moi. Et ça, c'était l'expression de Babacar. C'était quelqu'un qui était capable aussi, de la même manière, de sortir des millions et de donner à quelqu'un. Tu vois. Générosité aussi au sens de Dougonit. Il avait, je crois, cette volonté à chaque fois de dire Tian, j'ai envie que tu fasses ça avec moi, ou Tamsir, j'ai envie que tu fasses ça avec moi. Même quand il savait que c'était difficile, mais il était suffisamment généreux pour dire tu dois être capable de le faire et de te dépasser. C'est ça que j'appelle la générosité de Babacar. C'est pas financièrement il a des tas de gens, mais c'est surtout de dire aux gens tu peux dépasser ça, tu peux aller plus loin que ça. Et c'était ça sa vraie générosité. Je pense que là aussi la force de Babacar, c'était non seulement de savoir rassembler des gens et animer une équipe, et discuter de choses dans le cadre de l'équipe globale de Enda, puisque nous avions à ce moment-là des réunions d'équipe avec toutes les équipes, que ce soit Shodak, toutes les équipes de Enda qui existaient, nous nous réunissions au moins une fois par semaine, là-bas au siège, et on discutait.
donc, pour avoir une meilleure connaissance de ce que faisaient les uns et les autres, et puis éventuellement inputer là-dedans. Et donc c'était ça l'avantage de vivre autrement, il y avait d'autres journaux qui existaient sur la place. Ce qu'ils ont essayé de faire, comme vous dites, ça a été d'avoir un regard décalé. Et je crois que cette expérience a servi en partie, avec ces discussions, à lancer plus tard ce qui est devenu Sud Magazine. C'est cette réflexion, je pense, et ce qu'il avait commencé à faire là-bas qui a pu lui permettre probablement d'élargir ses horizons et peut-être de se focaliser davantage sur l'Afrique et sur un certain nombre de thématiques. Nous sommes dans les années 85, 80, 85. Les journaux ont quand même, ce genre de journaux ont quand même un public relativement limité. Et je me souviens effectivement qu'on en envoyait pas mal, ils étaient disponibles. Mais je crois que c'était encore aussi à un niveau, je dirais, très intellectuel, commençant peut-être à chercher d'autres bases, mais c'était très militant aussi. Je crois que c'était une autre manière de voir les choses, mais en termes d'audience et en termes de... Je ne l'ai pas mesuré, je ne peux pas vous dire. Mais je me souviens, puisque vous voulez poser la question, à l'époque, nous avions lancé cette étude qui était quels étaient les rapports population-administration. Une étude que nous avions lancée qui couvrait 5 pays du Sahel, plus la Côte d'Ivoire, que moi je coordonnais. Et c'était le genre de choses qu'on pouvait faire à l'époque à Enda. Et c'était vraiment précurseur par rapport à la chose. Rassembler les gens du BOM, le bureau d'organisation de méthode que les gens connaissaient, relevant de la présidence de la République, dans une même salle pendant 3 jours avec des groupements paysans, les uns parlant Wolof, les autres refusant de parler Wolof parce que c'était la langue officielle, fallait le faire. Et on l'a fait, dans d'autres pays, le Niger, le Tchad, la Côte d'Ivoire, etc. Voilà ce que c'était aussi l'espace politique. Tout était possible, mais l'État essayait aussi à un moment et c'est aussi l'éclosion de la presse, l'État a essayé de récupérer un peu tout ça. Ça a été... On vous laisse faire, mais vous poussez pas trop loin, je pense. Pour Babacar, tout était possible. Il fallait juste se donner les moyens de le faire. Et ce n'était pas forcément pour lui. C'est ça que j'appelais sa générosité. Babacar était capable de dire, bon, ça, Tidiane, tu t'en occupes, tu dois être capable de le faire. Vous étiez d'accord sur le principe. Une fois qu'il avait exposé les grandes lignes, il était prêt à prendre son bâton de pèlerin et à aller chercher les moyens avec vous pour que vous puissiez concrétiser ça. Donc, rien ne me surprenait de Babacar. Rien. Il était prêt à affronter toutes les montagnes. Ce n'était pas ça qui le dérangeait. C'était... je pense, on l'a dit précurseur, probablement quelque part. Mais c'était, je crois que surtout une fois inébranlable en l'homme. Même quand il savait qu'en face de lui, il avait quelqu'un qui avait ses faiblesses et ses défauts, il continuait à pousser. Mais c'était, quand il avait dit c'est bon, c'est bon. Quand il vous avait donné sa confiance, il ne vous l'enlevait pratiquement jamais. Et il n'avait pas, comme on disait, il n'avait pas peur de la solitude, d'assumer ses idées quand elles étaient, même si ça pouvait lui créer des problèmes.